J'ai failli mourir quand j'étais petite à cause de l'anxiété de ma mère et il n'y a personne qui a été capable de dire pourquoi. J'étais tellement accablée par le stress à ma mère que j'ai passé à 2 doigts de mourir de la mort du berceau. Mais qu'est-ce que le médecin a dit quand ma mère est arrivée à l'hôpital avec moi? Il a dit, on ne sait pas pourquoi. Mais j'ai des problèmes de poumon depuis ce temps-là. En plus d'une anxiété accablante. Alors, je vais vous expliquer en partie un peu de qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie et aussi du pourquoi que ça m'est presque arrivé, que je suis presque morte. Alors, on va commencer avec mon histoire en tant que nourrisson. Quand que je suis née, ma mère essayait de me nourrir au biberon. Elle m'a jamais allaitée, ni mon frère. Mais quand elle essayait de me nourrir au biberon, je vomissais ce qu'elle me donnait. Mon père me nourrissait, il n'y avait pas de problème. C'est mon père qui m'avait expliqué ça quand j'étais adulte. J'ai pas osé vraiment trop en discuter avec ma mère parce que la seule fois que j'ai essayé de lui parler de mes émotions à propos de comment est-ce que je me sentais quand j'étais jeune avec elle, je dis non, tu te sentais pas comme ça. Puis elle a coupé la conversation, ça a fini là. Alors là, moi, une chose que j'aimerais vous dire avant de continuer, qui est quand même très importante à mentionner, c'est que ma mère a voulu bien faire. OK, là, je ne suis pas en train de dire que ma mère faisait exprès. C'est le contraire. Moi, je suis sûre qu'elle a essayé de m'élever, moi et mon frère, avec les outils qu'elle avait, mais du mieux qu'elle pouvait. Alors, je ne la blâme pas, je comprends qu'elle a fait de son mieux. Ceci étant dit, ces mécanismes de défense sont là. Et là, maintenant, moi, j'ai les miens. Ma responsabilité en tant qu'adulte, c'est de m'occuper des miens. Et si ma mère n'accepte pas de s'occuper des siens, moi, il n'y a rien vraiment que je peux faire. Alors, je la laisse et je m'occupe de moi. Et c'est ce que je vous suggère, vous aussi, si jamais vous avez eu des problèmes avec vos parents à cause du stress intergénérationnel, des problèmes de relations et des choses comme ça qui peuvent arriver à l'enfance, vous vous occupez de vous-même. On ne s'occupe pas des autres et on ne blâme personne. Hein? Bon, alors là, je retourne à mon histoire. Alors, mon père m'a expliqué ça. Et il m'a dit, moi, je crois sincèrement que c'était à cause du stress. Ta mère était très anxieuse. Et moi, d'après moi, avec ce que moi j'ai étudié avec le système nerveux, que je vais décrire bientôt, je pense qu'il a vraiment touché sur le problème. Alors, quand j'étais nourrisson, c'était ça qu'est-ce qui arrivait. Je vomissais. Ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi, c'était mon père qui s'occupait de moi. Là, j'ai une vidéo que j'ai filmée à propos de ce que ça a eu comme impact sur moi physiquement. Et cette vidéo-ci a rapport avec l'impact émotionnel et psychologique. Un peu plus tard, une des choses qui me donne aussi l'impression que c'est intergénérationnel et que c'est fort probablement de la mort du berceau que j'ai été sauvée à la dernière minute, c'est parce que mon cousin aussi est décédé. Lui est décédé. Moi, j'ai survécu, mais lui, il est décédé de la mort du berceau à l'âge de, moi, je crois que c'était 8 mois, si je me rappelle bien. Je sais qu'il n'y avait pas encore 1 an. L'anxiété intergénérationnelle fait en sorte que si on ne règle pas les problèmes qu'on a à cause de nos parents ou nos grands-parents, ben on les passe à nos enfants. Ma mère est excessivement anxieuse, alors c'est pas vraiment si bizarre de dire que ma tante aurait souffert du même niveau d'anxiété. Et ça se voyait dans son comportement. T'sais, moi, j'ai pas vécu avec elle. Elle n'était pas ma gardienne ou rien de ça. Elle s'est pas occupée de moi en tant que telle. Je la voyais. C'est sûr, on passait du temps quand on avait des réunions de famille, mais j'ai pas été semi-élevée par elle. Alors, je ne sais pas comment est-ce que c'était avec elle. En même temps, puisque mon cousin est décédé, il y a des chances que ce soit ça. De très fortes chances.
J'ai pas eu de diagnostic officiel parce que le médecin ne savait pas c'était quoi qui est arrivé. Et quand que mon cousin est mort, même histoire. On ne savait pas qu'est-ce qui est arrivé quand que mon cousin est décédé non plus. Alors, là, je vais retourner dans mon enfance. J'avance un petit peu plus de temps. À peu près à l'âge de 2 ans, ma mère me l'a raconté cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour que je décide à un moment donné, pendant que ma mère était dehors sur le balcon, j'ai fermé la porte et je l'ai barrée. Quel genre de bébé de 2 ans ou d'enfant de 2 ans fait ça à ses parents? Un enfant qui est peut-être tanné d'envoyer son père ou sa mère pas loin. C'est ce que je peux supposer avec l'anxiété de ma mère. C'était peut-être ça. Là, je sais qu'à l'âge de 2 ans, mon père est allé faire 4 mois de peacekeeping au Moyen-Orient. Est-ce que c'était pendant ce temps-là que j'ai fait ça à ma mère? Peut-être. Parce que ma mère, ça a l'air qu'elle a dû crier pendant très longtemps. Là, elle ne sait pas exactement combien de temps. Et puis, bon, quand on est enfermé dehors et qu'on ne peut plus rentrer en dedans et que le balcon est trop haut pour risquer de descendre de l'extérieur, des minutes peuvent sembler comme des heures. Hein? Alors, elle criait au meurtre, évidemment. Et heureusement qu'une voisine l'a entendu parce que la voisine est allée chercher le surintendant pour ouvrir la porte et laisser rentrer ma mère. Et moi, pendant ce temps-là, moi, je jouais avec mes jouets. C'est ce que je faisais. Ça a l'air que je n'étais pas stressée à propos de ça du tout. Alors là, on avance un petit peu plus tard et je suis presque morte du décès de la mort du berceau. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital et le médecin lui a dit 30 minutes de plus pour arriver ici et votre fille serait morte. Alors, c'est un petit peu ironique de dire que ce qui m'a sauvé la vie était fort probablement la même cause que ma presque mort, là, mon presque décès. Là. L'anxiété de ma mère est peut-être la raison pour laquelle elle s'est aperçue que j'étais sur le point d'arrêter de respirer. Puis c'est ça, ironiquement, qui est fort probablement la cause de mon problème de santé à ce moment-là. Mais là, maintenant, ce que j'ai eu à passer à travers, c'était une vie adulte extrêmement anxieuse et aussi une enfance extrêmement anxieuse. Là. Je peux pas nier que mon enfance était très anxieuse aussi, là, mais ma vie adulte, il y a bien des gens qui me faisaient le commentaire comme quoi là, que j'étais trop stressée, que je m'énervais avec des riens. Et je m'en rendais compte, moi aussi, des fois, qu'il y avait des petits riens qui pouvaient me déclencher une anxiété vraiment exagérée. Alors, ça a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai commencé à être capable de m'en sortir, mais c'est pas quelque chose de super heureux qui a fait en sorte que tout à coup, je décide de prendre soin de ma santé physique. J'ai fait une vidéo déjà rapidement qui dit que j'ai eu des problèmes de foie, mais là, je n'ai pas embarqué dans les détails. J'avais probablement des problèmes de foie à cause de la façon que je mangeais et de mes habitudes de vie. Quand que j'ai repris ma santé en main, la douleur est disparue et je me sens de loin beaucoup mieux. Ça a aidé à éclaircir mes idées. Et là, j'ai commencé à me mettre à étudier de la psychologie. C'est tout décrit dans la vidéo, comme que je vous dis, que j'ai déjà annoncé, là, que j'ai déjà publié, je devrais dire, et qui est de seulement à peu près 1 minute. Alors, je ne vous donnerai pas en long et en large tout ce que j'ai fait au niveau de la santé. Ce n'est pas le but de cette vidéo ici, mais je vais vous dire tout de suite que ça a donné un bon gros coup de main pour faire en sorte que là, tout à coup, j'ai plus de brain fog. Là, je me sens de loin beaucoup plus présente, beaucoup plus capable de porter attention à quelque chose qui requiert mon attention. Tu sais, comme essayer d'analyser le système nerveux. Je vais vous expliquer un peu de façon plus technique maintenant qu'est-ce qui est probablement arrivé à mon enfance. Alors, quand que j'étais bébé, premièrement, avant d'embarquer là-dedans, pardon,
Je vais expliquer rapidement les différentes choses qu'il y a ici. Il y a deux parties principales au système nerveux. Il y a la partie parasympathique et la partie sympathique. La partie sympathique est écrite ici. La partie parasympathique est divisée en deux. Si jamais vous voulez avoir la source de cette information-là, voici le livre que je lis. Et il y a aussi des visioconférences que j'ai regardées de la part de Dr. Amy Apigian. Je recommande ces vidéoconférences et je recommande aussi de lire des livres à propos de la théorie polyvagale. Vraiment très recommandé. Là, je suis en train de encore faire des exercices dans ce livre-là. Je n'ai pas terminé, comme vous aussi là. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais la théorie, la partie théorie, là, je l'ai faite. Alors, je vous le recommande. D'ailleurs, avant d'embarquer dans n'importe quelle pratique que vous pourriez faire pour vous aider au niveau de votre santé, pour reconnecter avec vos émotions, qui est une des conséquences du stress excessif de ma mère. Je n'étais pas connectée avec mes émotions. Lisez des livres comme ça pour savoir comment vous aider à vous en sortir sans vous recauser du tort. Okay? Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez vous causer du tort. Alors, je vous mets en garde à propos de ça, s'il vous plaît. Lisez des livres comme ça. Moi, je ne suis pas en mesure encore de donner des conseils à propos de ça parce que je ne suis pas experte là-dedans encore. Je n'ai pas suivi les cours, mais ça s'en vient. Je ne sais pas quand. J'espère d'ici 2 ans avoir complété ces cours-là. Mais en attendant, je vais vous dire tout de suite, fiez-vous sur ça. Okay? C'est précieux. Ceci étant dit, maintenant, alors, il y a 2 portions au système parasympathique et il y a une portion au système sympathique. Bon, voici à peu près comment est-ce que ça fonctionne rapidement. Vous voyez qu'il y a une échelle ici. Hein? Il était une fois, dans le temps préhistorique, il y a là, on ne sait pas combien de temps, mais c'est pas décrit dans ce livre-là. Alors, je suis désolée, je n'ai pas les dates. Mais il y a déjà eu un temps où est-ce qu'on avait seulement une de ces 3 parties-là. On avait seulement la partie vagale dorsale comme système de défense contre les prédateurs et les ennemis. Qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait un prédateur ou un ennemi? On jouait au mort. Bon, c'est ça qu'on faisait. On était très primitifs dans ce temps-là, comme que vous pouvez voir, mais c'est comme ça qu'on survivait. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre mécanisme de défense, notre corps, là ici, je l'ai situé au niveau du ventre. Remarquez, je l'ai mis à peu près au niveau du ventre de mon petit bonhomme. C'est parce que c'est ici que le système fonctionne, pour de vrai. Okay? Alors, quand il y a une attaque, quelque chose, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que notre corps faisait un shutdown, on n'avait plus d'énergie, on ne pouvait plus bouger, on était semblablement, on paraissait mort de vrai parce que notre corps nous forçait à rester couché à terre, à ne pas faire grand-chose. Pour de vrai. Shutdown. Total. Et ça se faisait vraiment, là, le centre de ça, là, c'est dans le ventre. Mais là, je ne sais pas si c'est le centre énergétique, le centre biologique ou quoi. Là, je ne connais pas tous les détails de la biologie, mais je sais que c'est ici que ça se sent. Bon, le système sympathique là, est au niveau du cœur. Le cœur commence à battre très fort quand on est stressé, non? Ça, c'est le 2e niveau. À un moment donné, on s'est sophistiqué un petit peu. Wouhou! On a évolué. On a commencé à se dire, peut-être, si on essaie de se sauver ou de se battre. C'est ça que notre évolution a fait. Hey! Grosse graduation! On est devenu une espèce plus avancée. Ouais! Fait que là, on a appris comment se battre ou se sauver. Ça, c'est, comme que vous savez, en anglais, ça s'appelle fight or flight. Et c'est le niveau cortisol, adrénaline, méga énergie, ailleurs que dans la tête, n'oubliez pas. Hein? Même chose ici, dorsal vagal, là. Vagale dorsal.
pas d'énergie dans la tête, hein, soit dit en passant. Jim Quick, qui est un neuroscientifique, qui dit que notre cerveau utilise 20% de l'énergie de notre corps, même si ce n'est pas 20% de notre masse corporelle. Je pense que si je me rappelle bien, là, c'est des détails que je ne me rappelle pas spécifiquement, mettez-le dans les commentaires si jamais vous le savez. Je pense que c'est 2% de notre masse corporelle. Mais là, comme qu'ils disent, ne copiez pas ça, s'il vous plaît, n'allez pas parler de ça aux autres. Je ne suis pas sûre à propos du 2%, vérifiez-le avant. Mais je sais que c'est 20% de notre énergie par contre. Mais là, si on a besoin de notre énergie ailleurs pour se sauver, pour se battre, ou bien non, que notre corps décide full mode shutdown, comme ici, ben l'énergie ne va plus dans le cerveau, là. Alors, je pense que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, hein. Si on tombe dans ces modes de défense-là, là, on ne réfléchit plus aussi bien. Alors, ça, c'est une des conséquences de l'hyper-anxiété que ma mère avait quand moi j'étais enfant, là, puis qui m'affecte encore en tant qu'adulte. Notre cerveau, là, il ne marche plus aussi bien si on est dans ces modes-là. Ces mécanismes de défense-là là, font ça pour qu'il y a soit plus d'énergie dans notre corps qui circule, ou bien non, ça va tout dans nos membres pour qu'on sauve, qu'on se batte. Fait que les bras et les jambes, ils ont toute l'énergie. Puis notre corps bat la chamade, hein, quand on est dans le mode sympathique. Pas exactement la meilleure chose à avoir si on est là de façon régulière. Là, je ne suis pas en train de dire que le stress est toujours mal. Mais pas ça. Il y a des moments donnés où on en a besoin. Je me dis, moi, si j'ai un ours en avant de moi, je vais vouloir pouvoir me sauver. Je veux être capable. Ou ben non, oh, quelqu'un veut voler ma sacoche. Je pense que j'aimerais ça être capable de réagir et de sacrer me voler. Merci de ne pas sacrer dans la vidéo. Je veux répondre. OK? Si je peux lui donner un bon coup de poing, ou ben non, comme mon prof d'autodéfense m'a montré, c'est comme ça, d'en face. Pas clair, avec le talon de la main. Hein? Une bonne petite claque, je reprends ma sacoche, je m'en vais. Hein? Non, ça va être mieux de main. J'aimerais être capable de faire ça. Fait que les petits boosts d'adrénaline, j'en veux. Une fois de temps en temps, mais rester là-dedans de façon permanente, là, c'est pas bon. Bon, ceci étant dit, la troisième partie, vagal ventral. Là, ça, c'est la dernière étape. Et ça, là, on est gradué, là. Là, c'était pas juste la graduation d'école secondaire, là, ça, c'est la graduation, là. Hein? Université, on est rendu des professionnels. Là, on sait que c'est qu'on fait. Parce que là, je vais devenir geek pendant un petit bout de temps en anthropologie. Moi, j'ai suivi les séries de Graham Hancock sur Netflix. Est-ce que vous les avez regardées vous aussi? Parce que c'est très instructif, hein? Graham Hancock a écrit beaucoup de livres à propos de comment est-ce que, dans une période bien ancienne, on n'était pas les seuls humanoïdes sur la planète. On a côtoyé d'autres humanoïdes. Les deux qui me viennent en tête rapidement, c'est les Néandertals et les Denisovan. Je ne suis pas sûre du mot en français. Denisovan, peut-être. On va dire Denisovan pour tout de suite. Et on était loin d'être les plus forts, hein? Et Denisovan, il paraît là qu'il nous dépassait d'une tête et avait une carrure, mesdames et messieurs. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour survivre contre eux autres? Comment ça se fait que nous, on est encore en vie, mais eux autres ont disparu de la planète? Voilà la question, hein? Alors, on a développé une capacité à bâtir des communautés. C'est ça que c'est. Le vagal ventral, le plus important du vagal ventral, c'est ça. C'est pas la seule chose, mais c'est ça. Alors, ça, c'est le mode de notre système nerveux qui fait en sorte qu'on puisse dormir. Sérieux. Évidemment, si on est là-dedans, là, le sommeil n'est pas si facile. Ou bien non, notre sommeil est agité. Ou il n'est pas réparateur. Mais si on est dans le mode vagal ventral, notre sommeil est de loin de bien meilleure qualité. Croyez-moi, j'ai remarqué la différence depuis que j'ai commencé à apprendre là-dessus. Là. Ça a changé. Mes bourses-fleurs en dessous des yeux là, commencent à rapetisser. Okay, j'en ai encore. Là, je vais vous le montrer un peu rapidement. Là. J'ai encore des petites bourses-fleurs, mais laissez-moi vous dire, ils sont de loin bien moins grandes qu'avant.
Sérieux. Alors, ça, c'est aussi le mode digestion. C'est le mode qu'on a besoin pour bâtir des liens avec d'autres personnes. La communauté a fait en sorte qu'on survive contre les autres espèces humanoïdes. Alors ça, c'est intégré dans notre système nerveux. On a besoin de connexion avec les autres pour être à notre santé optimale. Bon, les grosses communautés ont fait en sorte qu'on soit capable de se défendre contre les autres. On avait ce lien, on tissait des liens solides avec d'autres. Les autres, oui, ils vivaient en tribu, mais est-ce qu'ils bâtissaient des liens aussi solides que nous? Est-ce qu'il y avait le même type de communication que nous? Est-ce qu'il y avait aussi d'autres aspects que, là, je ne peux pas vraiment nommer avec certitude parce que je n'ai pas étudié ça, mais est-ce que nous, on avait un mode de stratégie plus avancé? Écoutez, ça a sûrement joué là-dedans, là. Mais le fait qu'on soit en grosse communauté faisait en sorte qu'on pouvait se défendre. Voilà. Alors, le mode geek d'anthropologie va sortir par la fenêtre parce que là, j'en ai plus besoin. On va revenir au mode geek système nerveux. Alors, qu'est-ce qui arrive si, de nos jours, à notre ère moderne, aujourd'hui, on fait face à un stress? Qu'est-ce qui arrive? Bien, en premier lieu, voici comment est-ce que ça fonctionne. En premier lieu, on utilise une méthode vagal, j'ai misère à parler tout à coup, vagal ventrale. Je vais prendre une gorgée de café. Un petit peu de café. Je me suis acheté un café glacé. Fait chaud. Mode vagal ventral, ça veut dire on va voir les autres. Quand on est nourrisson, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est maman et papa normalement, bien non. La gardienne ou le gardien qui est avec nous, ou grand-maman, grand-papa, c'est quelqu'un de la famille qui est avec nous. Bon, on braille quand on est nourrisson, hein? C'est ça. On va chercher de l'aide d'un autre être humain. Si ça ne marche pas, par contre, mais on a un stress en avant de nous, notre système nerveux fonctionne à l'envers de l'évolution. Fait que là, on finit par retourner en arrière dans le mode sympathique. Si, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas eu l'aide qu'on avait besoin, moi, dans mon cas, je n'avais pas l'attention que j'avais besoin de ma mère. Tous les bébés ont besoin d'apprendre comment régulariser leurs émotions avec leurs parents ou avec la personne qui prend soin d'eux. J'avais aussi besoin que ma mère me donne de l'attention, mais là, anxieuse comme elle était, elle ne pouvait pas. Mon père travaillait, puis mon père, lui, par contre, son type d'attention, c'était de jouer avec moi et mon frère parce qu'il ne savait pas quoi d'autre faire avec nous autres. C'est pas parce que je les blâme, encore une autre fois, je ne blâme pas mes parents. Je pourrais être sûre que vous sachiez ça. Je ne blâme pas mes parents. Mais ils n'étaient pas capables de connecter avec nous de façon émotionnelle. Puisque je n'avais pas ça, c'est un des besoins que les bébés ont à la naissance. Je ne l'avais pas. Oups, on descend au niveau sympathique. Ça, c'est probablement ce qui est arrivé quand j'ai enfermé mon madame. Puisque moi, je ne pouvais pas physiquement me sauver, j'ai essayé de me sauver ou de me retirer de la situation, on va le prononcer comme il faut, j'ai essayé de me retirer de la situation en enfermant ma mère dehors. C'est sympathique. Les enfants qui sautent de chez leurs parents, là, moi, j'ai jamais vu d'études vraiment qui expliquent que c'est probablement ça, parce que, comme je vous ai dit, il y a gros des médecins, puis gros des spécialistes en général, qui n'ont aucune idée c'est quoi ça. Ils ne l'ont pas étudié à l'université. Il faut qu'ils sortent de leur champ de spécialisation qu'ils ont étudié à l'université pour être capables d'aller chercher cette information-là ailleurs. Mais il faut qu'ils sachent où aller la chercher. Il faut qu'ils sachent que ça existe pour chercher ça sur YouTube. Tu ne peux pas juste aller sur YouTube et dire, bon, comment ça se fait que on vit de l'anxiété, puis
puis que là, le polyvagal sorte automatiquement. Malgré qu'il y a des gens qui de plus en plus en parlent, donc oui, ils vont peut-être finir par le trouver éventuellement. Parce que moi, j'étais capable de le trouver. Si moi, je suis capable de le trouver, eux autres, ils ont juste à faire des recherches et s'approfondir, puis ils vont s'en rendre compte de ce que c'est. Ouais. Mais ils ne l'ont pas à l'université. Alors, il y en a combien qui vont y penser d'aller chercher pour ça? S'ils ne l'ont pas appris à l'université, les autres, ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher bien plus loin. Alors, c'est dommage, mais c'est ça. Écoutez. Mais bon, disons que, mode sympathique. Si les enfants sortent de la maison, quand ils ont, entre 8 et, je ne sais pas trop, 16 ans, là, peut-être même un peu avant, là, moi, j'ai déjà entendu parler des enfants qui fuient la maison avec un sac à dos, puis on ne les retrouve plus. Il y a combien d'enfants disparus qui ont disparu à cause de ça? C'est triste à dire, mais c'est peut-être ça. Ils sauvent parce que ils n'ont pas l'attention qu'ils ont besoin à la maison. Et puis souvent, les parents ne savent même pas c'est quoi le type d'attention qu'ils ont besoin de donner à leurs enfants. On n'enseigne pas ça aux parents non plus. C'est dommage. Mais dans la société où on vit, malheureusement, les parents ils ont souvent tous les deux besoin de travailler à l'extérieur de la maison. On s'arrive à la maison, c'est fatigué, ça a encore plein de choses à faire parce que là, il faut faire le souper, il faut nettoyer, il faut faire le ménage, il faut faire le lavage, il faut faire les devoirs, il faut emmener les enfants aux pratiques de soccer ou bien de danse ou de gymnastique ou whatever. Est-ce qu'il reste du temps pour prendre soin de cet aspect-là qui est tant nécessaire? Ils n'ont peut-être plus d'énergie. S'ils savent que c'est nécessaire, peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être qu'ils ne savent même pas que ça existe. On ne le sait pas. Alors, les enfants tombent dans ce mode-là. Moi, comme je vous dis, j'ai fait ça quand j'ai embarqué ma mère dehors. Bien simple. Moi, je n'ai pas essayé de fuir physiquement. J'ai juste voulu m'en aller psychologiquement. Ou bien non, enfermer ma mère dehors. Il y a gros des enfants qui s'enferment psychologiquement sur eux-mêmes aussi, en passant. C'est même qu'ils se sauvent de la situation, ils partent à rêvasser. Ça, c'est une autre affaire aussi que je peux mentionner. Quand on est toujours dans l'une, c'est parce qu'on essaie d'échapper à une situation stressante. Puis qu'on n'est pas capable de physiquement s'en aller de la situation. Alors, ceux qui sont en lune tout le temps, là, c'est peut-être ça ici. Dorsal vagal, vagal dorsal, je le dis à l'envers parce que c'est de l'autre façon en anglais. Puis, comme vous avez vu, mon livre est en anglais. Bon, alors, vagal dorsal, c'est le mode shutdown. Comme j'ai dit tantôt, hein? Alors ça, c'est le dernier mode qu'on essaye. Alors, comme je vous ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand le stress commençait à être trop élevé? Mon corps, il a fait un shutdown. Ma mère, il a fallu qu'elle m'emmène à l'hôpital pour s'assurer que je ne meure pas. Parce que quand on est bébé, ou quand on a seulement 2 ans, ce qui peut arriver, c'est que notre corps, qui n'est pas capable de prendre toute la pression qu'il y a dehors, à l'extérieur de notre corps, je veux dire, essaie de faire un shutdown parce que c'est trop. La douleur est trop vive. C'est trop fort. Alors, on joue le mort. Puis l'affaire, c'est que jouer le mort, ça prend des choses qui font en sorte qu'on ait de l'air mort, mais si notre corps va trop loin par accident, parce qu'il n'est pas encore habitué à contrôler ça, on peut en mourir, tout simplement. Hein? Là, qu'est-ce qui arrive si on est trop longtemps dans ce mode-là? Ou bien non, si on fait juste passer de ce mode-là à ce mode-là tout le temps parce qu'on n'a pas notre sécurité émotionnelle qu'on a besoin avec ceux qui prennent soin de nous. Vous voyez la petite ligne que j'ai ici, là? Voilà. Éventuellement, notre corps ressent trop de douleur et on coupe nos émotions. On coupe notre capacité de ressentir ce qu'il y a dans le corps, que ce soit des émotions, que ce soit nos besoins essentiels. Même nos besoins essentiels peuvent finir par être ignorés. Parce qu'on ne veut pas risquer de perdre le lien avec nos parents. Alors, on préfère étouffer nos besoins, notre authenticité, notre stress. On étouffe tout ça. Et il y a une déconnexion. On vit dans notre tête. Comme j'ai dit, on est souvent dans l'autre. On est souvent préoccupé avec bien des choses. On peut devenir très anxieux bien rapidement. Moi, j'étais de même pendant très longtemps.
Là, c'est récent, là, moi, là, d'être capable là, de ne pas devenir trop anxieuse à n'importe quel petit rien. Ça arrive encore des fois. Je me pogne encore des fois à avoir des petits riens là, qui me rendent hyper stressée. Mais ça arrive de moins, bien moins souvent aujourd'hui que même il y a juste 5 ans. Puis si je compare 5 ans à quand j'avais 20 ans, quand j'étais début 20 ans, n'importe quoi pouvait me déclencher. Moi, j'avais peur de tout quand j'avais 20 ans. C'était épouvantable. Comment est-ce que je pouvais avoir peur de rien? Mais bon. Alors là, si on veut retourner au vagal ventral, il faut remonter les jambes. Il faut remonter le long du chemin de l'évolution. Une bonne chance, c'est juste 3 étapes. Hein? On peut guérir, soit dit en passant. Je vous le dis tout de suite, on peut guérir. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Moi, je ne peux pas vous amener jusque-là. Comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas les cours encore pour travailler sur tout ce que vous avez besoin. Par contre, j'ai quand même la capacité de vous partir avec les éléments que moi j'ai utilisés pour m'aider, pour être capable de me remettre sur le bon chemin, au moins pour avancer dans la vie dans la bonne direction. Je ne suis pas encore rendue là où est-ce que je voudrais aller. Vous l'avez vu, ce livre-là, le signet, il est encore dedans. J'ai pas fini. J'avance, mais j'ai pas fini avec mon petit cahier d'exercice. Par contre, ça s'en vient. Et je vais éventuellement suivre un cours qui me dit comment travailler avec les gens qui ont ce genre de problème-là. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous dis, c'est si vous utilisez ça, et puis vous utilisez mes conseils. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bien, premièrement, moi j'ai pris ma santé physique en main. Avant, là, j'étais grassouillette. Je pesais à peu près 60 livres de plus que je pèse aujourd'hui. J'ai eu un petit réveil, petit réveil, je ne devrais pas dire petit, un réveil assez important qui a fait en sorte que je change mes habitudes. Puis ça a vraiment fait une grosse différence dans ma vie. Là. Je ne suis pas en train de vous dire ça, de faire ça juste pour être plus mince, là, OK? J'ai fait beaucoup de progrès par rapport à mon aspect physique à cause que mon foie est en train de crier. J'avais assez mal ici, là. J'avais de la misère à marcher pour aller faire mes commissions sans que ça fasse mal. J'étais capable de marcher pareil, même si j'avais la douleur là. C'était pas au point où est-ce que j'étais plus capable de marcher, mais marcher faisait mal. Alors, j'ai pris ma santé en main. Puis j'ai commencé à changer bien des choses. Là. Moi, j'avais la face rondelette là-bas. Là. Puis j'ai perdu tellement de poids, il a fallu que je refasse ma garde-robe une fois déjà. Et il va falloir que je retourne en faire encore. Là, j'ai choisi là, les quelques vêtements. Là, ma jupe, c'est à fait, elle est correcte. Mais j'ai pas beaucoup de vêtements qui me font. Alors pour filmer cette vidéo ici, j'ai choisi des vêtements qui parmi les peurs qui me font. Parce qu'il faut que je retourne aller refaire ma garde-robe encore. Mais là, comme je vous dis, c'est pas juste pour être plus mince, là. Croyez-moi, là, ici, là, ça va de loin bien mieux. Il y a plus d'énergie qui monte ici. Je suis plus tout le temps dans le dorsal ou dans le sympathique ici, là. Je suis capable de remonter au vagal ventral, même si c'est pas aussi souvent que ça devrait être. Je suis quand même capable de remonter là une fois de temps en temps. Je dors mieux, comme je vous ai dit tantôt, là. Les boursouflures ont diminué. Croyez-moi, ça a fait du bien. Et, comme j'ai dit aussi, j'ai moins d'anxiété. Ça fait tellement du bien. Puis, je veux être capable d'aider les autres avec ça. Je veux être capable de donner ça aux autres pour que vous puissiez, vous aussi, commencer sur votre chemin vers la santé. Une santé optimale, en n'étant pas seulement mince, mais avoir de l'énergie, être capable de dormir comme il faut, d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Hein? Ça ferait du bien. Hein? Puis une autre chose dont je voudrais vous parler avant de finir la vidéo. Ce que vous avez remarqué, vous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, là, la grosse affaire, là, qui s'appelle le manifesting en anglais, là,
manifeste. On va dire que c'est manifestation en français. Je ne sais pas si c'est ça le terme exact. Mais la grosse affaire, là, hippie New Age, là, où est-ce que tout ce qui t'arrive, c'est que toi, tu l'as voulu. Parce que tu avais tel type de pensée. Si tu penses de façon positive, les choses positives vont vous arriver. Puis au début, moi, je pensais, ils sont pleins de bullshit, parce que ça ne marchait pas pour moi. Savez-vous pourquoi? La fameuse ligne ici. Parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Parce que moi, en ce moment, là, c'est ça ici qui est boss. Encore aujourd'hui, là, c'est ça, là, c'est ça, là, dans les moments où est-ce que ça ici, c'est encore boss là, dans ma vie, là. Comme j'ai dit, c'est pas aussi souvent qu'avant. Ça s'en vient de loin bien mieux. Mais si je veux faire du manifesting, il faut que je sois dans le bon état. Il faut que je sois ici. Puis pour être ici, il faut que ça disparaisse, ça. Il faut reconnecter notre corps. Là. Comme j'ai dit, le livre, encore une autre fois, c'est ça qu'est-ce qui va vous aider à reconnecter votre corps ici. Mais il y a une autre affaire aussi que vous pouvez faire. Remettre votre santé en ordre. Puis ça va aider aussi. Vous faites les deux. Vous suivez les conseils que j'ai dans mon petit kit de départ gratuit, puis vous allez chercher ce livre-là, puis ça va vous embarquer dans la bonne direction. Puis il y a une autre affaire aussi dont je vais vous parler après, qui va aider énormément aussi. Puis ça va être une clé importante. Là, je vous dis tout de suite, là. Il y a une clé importante là, que ceux qui parlent du système nerveux ne mentionnent pas normalement. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu qui vont utiliser autant la théorie polyvagale qu'un autre aspect dont je vais vous parler dans une minute. Mais là, ici, la manifestation, c'est d'autres qu'il y a qui ne marchent pas. L'hypnose, ça marche pas. Moi, faire de l'hypnose, là, toujours pas encore au point où est-ce que l'hypnose fonctionne pour moi. La manifestation, ça sent bien. Si je suis dans le bon état d'être, ça sent bien. L'hypnose, le problème, c'est que si tu as encore cette ligne-là ici, là, l'hypnose, qu'est-ce que ça fait? C'est ça que l'hypnose fait. Ça la ralentit. Pardon, ça l'agrandit. Ça la renforce. Ça coupe encore plus. Parce que l'hypnose, c'est tout là. Tout dans la tête. Fait que tu ne veux pas rester dans la tête quand tu as des problèmes avec ton système nerveux. Tu ne veux pas ça. Alors, ça fait que manifestation, non, ça ne se marche pas. L'hypnose, non plus. L'autre affaire qui ne marche pas, tu sais, là, les grosses promesses de transformation rapide, là. Si tu es ici encore, tu as ça encore, la transformation rapide ne fonctionne pas parce que si ton corps, il décide que ça, c'est trop vite, peu importe ce que ta tête elle pense, ton corps ne suivra pas. Il y a des transformations rapides qui fonctionnent. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est de la bullshit, les transformations rapides. Il y en a qui le sont. Faites attention. Il y a des transformations rapides qui sont de la bullshit. Il y en a qui ne le sont pas. Là, je n'embarquerai pas dans qu'est-ce qui est bullshit et qu'est-ce qui ne l'est pas tout de suite, mais je peux vous dire que les guérisons du système nerveux rapide, ça n'existe pas. Non. Ça, je peux vous garantir que ça n'existe pas. Parce que la guérison du système nerveux, premièrement, je ne suis même pas certaine qu'on peut guérir à 100%. Moi, je n'irai jamais jusqu'à promettre, même après avoir pris mon cours à propos de la théorie polyvagale, même après ça, je n'irai pas promettre une guérison totale. Jamais. Parce qu'on avance, on travaille sur le développement de la santé du système nerveux, on travaille sur la reconnexion avec les émotions, mais je ne pense même pas que ce soit possible d'être vraiment 100% guéri. Mais là, ça, c'est encore à vérifier. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires, mais je ne suis même pas certaine que ça soit possible. Mais là, en ce moment, si ça, c'est coupé, les transformations rapides, peu importe quel type de transformation rapide, oubliez ça. Ça ne sert à rien. N'y pensez même pas. Attendez d'avoir reconnecté votre corps
et vos émotions. Puis après ça, vous allez pouvoir y repenser. Hein? Ça vous est fait. Là, ça, c'est correct. Vous pouvez y aller. Voilà. Voilà une chose, par exemple, que vous posez peut-être la question. Ah, ça se fait que ces choses-là ne marchaient pas pour moi. Puis tout le monde semble s'améliorer avec ça, mais pas moi. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin de venir faire ça ici. Passer la belle petite ligne ici. Et de remonter l'échelle. Aller par en haut. Parce que là, en ce moment, là, vous êtes encore là, au point où est-ce que votre corps, normalement, reste en bas. En bas de l'échelle. Alors, voici la dernière chose. Donc, comme je vous ai parlé après cette vidéo très longue, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, soit dit en passant. Si vous avez fait ça, votre attention est A1. Votre cerveau fonctionnait. Merci beaucoup. Mais voici l'autre affaire que je peux vous dire va vous aider énormément. Puis, ça, c'est un aspect que moi, j'ai étudié qui m'a aidé beaucoup. Et c'est l'analyse de rêve. Là, encore une autre fois, je vais vous dire, allez chercher des livres à propos du système nerveux, de la théorie polyvagale, de l'expérience somatique, ça, c'est un autre qui est bon aussi, pour être capable de comprendre votre système nerveux et aussi comment gérer vos émotions pendant que vous êtes en train de faire l'analyse de rêve. Mais l'analyse de rêve, qu'est-ce que c'est? C'est un contact avec votre inconscient. C'est votre inconscient qui vous parle. Alors, où sont refoulées toutes vos émotions? Dans votre système nerveux et dans votre inconscient. Si vous êtes capable de travailler avec votre inconscient pour essayer de débarrasser l'anxiété que vous avez eue à l'enfance ou bien au moins les problèmes que vous avez eus à l'enfance, écoutez votre inconscient, ça peut vous mettre sur le bon chemin. Alors, ça, c'est la façon sécuritaire d'écouter votre inconscient. Soit dit en passant, il y en a d'autres façons, mais je ne les recommande pas parce que vous voulez le faire de façon sécuritaire. Okay? Jung avise, là c'est Carl Gustav Jung que j'ai étudié par rapport à ça, c'est pas Freud, soit dit en passant. Freud a fait l'analyse de rêve aussi, mais moi, je parle de Carl Gustav Jung. Lui, il dit qu'il y en a d'autres façons. Lui, il les a essayées. Moi, je ne les essayerai pas parce que si tu fais ça sans savoir comment le faire, tu pourrais te retraumatiser puis aller remettre la Moses de petite ligne là. Puis on ne veut pas ça. La façon de connecter avec votre inconscient, c'est avec les rêves. C'est pour ça que je mentionne même pas c'est quoi la méthode de Jung parce que je ne veux pas vous essayer. Là, je sais que là, je suis en train de vous dire de ne pas faire quelque chose. J'espère que vous allez écouter. Parce que si vous voulez vraiment bien connecter avec votre corps, connecter avec l'inconscient en écoutant ce qu'il est en train de te dire et pas en essayant de forcer l'affaire. En écoutant ce que votre inconscient est en train de dire, il est en train de vous donner des signaux à propos de qu'est-ce qui est important à écouter. Et puis moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de signaux à propos de ce qui est arrivé avec mes parents et puis qui est devenu un pattern dans ma vie. Une des choses qui sont importantes avec les personnes qui ont des problèmes avec leur système nerveux, c'est de réduire le stress. Une des façons de réduire le stress dans la vie, pour être capable de reconnecter avec nos émotions, c'est de reconnaître les patterns malsains qu'on a dans la vie. Alors, quand on reconnaît les patterns malsains, par exemple, on est toujours attiré vers le type de personne que si on va les voir pour demander de l'aide, comme que moi j'ai fait, cette personne-là ne le fera pas, ou bien non, va nous donner le type d'aide qu'on n'a pas besoin. Puis le type d'aide qu'on a besoin, on ne l'aura pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'intention d'en parler plus tard, dans une autre vidéo, parce que là, cette vidéo-là est déjà bien trop longue. Elle approche 45 minutes. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit long comme ça. Mais je pense que je vais m'en servir comme vidéo qui va donner des informations à la clientèle en général à propos de ce que je fais en ce moment. Alors, cette analyse de rêve-là, j'ai l'intention de l'enseigner un petit peu plus et puis de vous donner quand même quelques petites affaires. Éventuellement, je pourrais probablement aussi avoir des affaires payantes par rapport à ça. Et ça pourrait vous aider énormément. Mais en ce moment, mon kit de départ gratuit inclut
l'information qui peut vous partir sur le bon pied pour commencer à comprendre vos rêves. Parce que des fois, nos rêves nous font peur. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu ça, là, où vous vous réveillez soudainement parce qu'un rêve était vraiment, vraiment difficile. Il était épouvantable. Tu sais, on se réveille après avoir eu, moi, un exemple de type de rêve que j'ai eu, un T-Rex me chassait. Un autre type de rêve, il y avait des bombes qui explosaient partout, puis il fallait que je me sauve. Quand on se réveille de ce genre de type de rêve-là, là, on a peur. Hein? Alors, pour être capable de les comprendre, quand j'ai compris c'était quoi le problème, qu'est-ce que mon inconscient est en train d'essayer de me dire, mes rêves ont changé. Le stress a diminué. Puis c'est une chose qu'on veut faire. Hein? On veut sortir de lui. Hein? On veut s'en aller ici. Ça aide. Alors, je vais mettre le lien pour mon Substack. Puis vous allez pouvoir recevoir gratuitement le kit de départ en vous inscrivant à mon Substack.